Vous allez voir, les crocodiles sont très sensibles aux vibrations. Nous allons suivre Molly, cette femelle. Je rentre dans l'enclos et je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, le crocodile est dans l'eau, il me voit à peine. Pourtant, il repère parfaitement les vibrations de mes pas, tout autour du bassin. Molly ne le voit pas grâce à ses yeux, mais grâce aux vibrations du sol. Pour les sentir, les crocodiles ont des capteurs très particuliers. Ces petits points foncés répartis sur toute la surface de la peau leur indiquent la direction d'où les vibrations sont émises. En Asie, des sens aussi perfectionnés ont sauvé la vie à des milliers d'animaux. Car lors de la secousse, des ondes sismiques se propagent dans le sol à plus de 20 000 km/h, beaucoup plus vite que la vague du tsunami. Ces vibrations ont probablement alerté certains animaux mieux équipés que nous pour les percevoir. Plus près de chez nous, ces animaux de cirque ont même permis d'éviter une catastrophe en 1999. Un énorme orage menaçant la petite ville d'Aire-sur-Adour. Dans les cages extérieures, lorsqu'on a eu l'inondation à Aire-sur-Adour, les tigres qui étaient dans la cage extérieure bougeaient d'une façon nettement plus rapide, en étant un petit peu essoufflés et en voulant surtout rentrer dans les remorques. Donc ça voulait dire qu'il allait vraiment se passer quelque chose et ça n'a pas loupé. Donc on est tous partis avec le cirque et le soir, il y avait une inondation, il y avait 50 cm d'eau sur la place à Aire-sur-Adour. En Asie, la majorité des victimes animales sont des animaux domestiques. Au contact de l'homme, ils ont peut-être perdu un peu de leur capacité à prévoir les colères de la Terre. Toute la planète se mobilise pour venir en aide aux sinistrés d'Asie. Et sur les côtes les plus touchées, la priorité absolue, c'est l'eau. Car dans ces régions, destruction brutale de tout le système d'eau potable peut provoquer l'apparition d'une maladie terrible entre toutes, le choléra. Comment ? Quelles sont les autres urgences pour les populations concernées ? Le reportage d'Elvire Curtey. Après le tsunami et ses répliques, une autre menace pèse sur les rescapés, la menace d'épidémie. Choléra, pneumopathie, paludisme, difficile de savoir à quoi s'attendre exactement. Seule certitude, des épidémies à grande échelle peuvent survenir à tout moment. Philippe Guérin est épidémiologiste pour Médecins sans frontières. Et même pour ce spécialiste de terrain, difficile de faire un pronostic. La région est très grande, la situation est très différente d'un endroit à l'autre. Et pour l'instant, les agences humanitaires n'ont pas réussi à aller dans tous les endroits. Donc pour l'instant, on est loin d'avoir une estimation de la population à risque. Contrairement aux idées reçues, les corps en décomposition ne constituent pas un grand danger d'épidémie. Pour la plupart, ces personnes n'avaient pas d'infection, elles ne sont donc pas contaminantes. En revanche, les déplacements de population, la promiscuité et le manque d'hygiène sont de vrais vecteurs de maladies, avec au premier rang le manque d'eau potable. Les risques liés à l'eau non potable, c'est la transmission de maladies, principalement de maladies diarrhéiques, qui peuvent survenir assez rapidement. Et dans ces maladies diarrhéiques, il y a des diarrhées qu'on appelle simples et des diarrhées plus compliquées comme le choléra, comme la typhoïde, comme les dysenteries. L'Indonésie se trouve être le berceau du choléra. Sont responsables le Vibrion cholérique, une bactérie qui vit dans l'eau souillée où elle se développe à une vitesse fulgurante. Au cœur des mares contaminées, la population de Vibrion cholérique double toutes les 10 minutes. C'est 4 fois plus rapide que n'importe quelle autre bactérie. Et quand elle est absorbée par l'être humain, par voie orale, elle se reproduit tout aussi vite à l'intérieur de l'organisme. Voilà pourquoi elle est si dangereuse et pourquoi, si l'on n'est pas soigné, on peut mourir du choléra en quelques heures. Les personnes infectées perdent jusqu'à 15 litres d'eau par jour sous forme de diarrhée. Et ces diarrhées contaminent à leur tour les vêtements, les aliments et l'eau dans l'entourage du malade. Et si les nappes phréatiques sont souillées, les populations se trouvent contraintes de boire une eau malsaine. Pour éviter cela, des entreprises françaises se mobilisent pour envoyer des pompes de filtration dans les régions touchées. Nous sommes en banlieue parisienne. Dans ces containers, prêts à partir, des pompes équipées de membranes filtrantes extrêmement efficaces. Une fois que cette eau aura traversé cette membrane, l'eau à la sortie sera exempte de tout bactéries, virus, protozoaires. Donc parfaitement saine d'un point de vue hygiénique. Cette pompe assure la distribution d'eau pour 4000 personnes à raison de 10 litres d'eau par personne et par jour, le strict minimum pour survivre. Mais le choléra n'est pas le seul risque.
Rougeole, pneumonie, d'autres infections redoutables peuvent se déclarer. D'autant plus vite que les secours sont bloqués par l'état des routes. Alors comment savoir où et quand une épidémie se déclare? Antonio Guel du CNES a une solution. Elle tient dans cette petite valise. Tout d'abord, un petit palme de poche, un petit ordinateur dans lequel on va rentrer toute une série de données à la fois médicales, administratives ou de gestion des populations et qui est associé à un téléphone portable satellitaire. Un matériel qui permet à n'importe quel secouriste de gagner les zones les plus isolées avec une petite valise pleine d'espoir. Et bien sûr, j'en profite pour faire appel une fois de plus à votre générosité. Vous le savez, cette catastrophe a créé un élan de solidarité sans précédent en France et dans le monde. C'est très bien, mais il faut continuer. Vous trouverez sur notre site m6.fr les coordonnées de toutes les associations humanitaires qui ont encore et toujours besoin de vos dons. Juste après la pub, nous revenons en France. Y a-t-il un risque de tsunami sur nos côtes, côte atlantique ou côte méditerranéenne? Pour le savoir, restez avec nous. À tout de suite. Eugène M6, deuxième partie. Depuis la catastrophe d'Asie du Sud, les Français s'interrogent. Sommes-nous sur nos côtes à l'abri d'un tsunami? Y a-t-il des zones particulièrement menacées? Sommes-nous préparés à cette éventualité? Reportage de Franck Mazoyer. Alger, mai 2003. Souvenez-vous, un séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter plonge l'Algérie dans la désolation. Plus de 500 victimes et d'immenses dégâts matériels. L'absence de normes antisismiques et l'intensité de la secousse en font l'un des plus importants séismes de la Méditerranée orientale. Comme en Asie, le foyer de ce séisme était sous-marin, situé à 15 km d'Alger. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a aussi déclenché un raz-de-marée. Une vague de 1 à 2 mètres qui n'a pas touché la côte algérienne, mais qui s'est dirigée plein nord. Premier impact, les îles Baléares en moins de 30 minutes. Il y a eu à peu près 1000 bateaux qui ont été détruits. Il n'y a pas eu de victimes, donc, parce que justement c'est un 6,8, c'est pas... Mais les marégraphes à Nice et à Gênes ont enregistré le tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague qui est venue et qui a été enregistrée. En 1h15, la vague atteint les côtes françaises. Mais fort heureusement, sa hauteur n'est que de 60 cm et aucun dégât d'importance n'est enregistré. Un phénomène de plus grande ampleur est-il possible? La Méditerranée est une zone à risque sismique important, car 2 plaques gigantesques s'y percutent. Le long de toutes ces frontières de plaques, donc spécifiquement ici la zone du nord de l'Algérie, il y a des tremblements de terre importants, liés donc au déplacement de la plaque Afrique vers le nord contre la plaque eurasiatique. Cette zone d'affrontement des plaques a provoqué par le passé des catastrophes à la hauteur de celle de Sumatra. Il y a moins de 250 ans, Lisbonne, au Portugal, a été victime d'un séisme et d'un tsunami géant modélisé ici. Les vagues ont atteint 10 mètres de haut. Bilan, 70 000 morts et une partie de Lisbonne en ruine. Les vagues géantes ont même atteint la Bretagne, à 4000 km, en 4 heures seulement. Preuve que notre côte atlantique peut elle aussi être touchée. Et ce n'est pas tout. En 1979, un raz-de-marée touche les Alpes-Maritimes entre Nice et Antibes. Bilan, des glissements de terrain, mais surtout 11 victimes. Le drame de Lisbonne peut-il se reproduire en Méditerranée? Les séismes au large d'Alger peuvent-ils engendrer une vague géante qui menacerait notre littoral? Pour le géologue Michel Villeneuve, des villes comme Toulon, Nice ou Marseille ne sont pas à l'abri d'une catastrophe. Le cadre géologique de la Méditerranée est identique à celui du sud-est asiatique. Donc on ne doit pas exclure du tout une possibilité de tsunami en Méditerranée. Face à la mer, des milliers d'habitants pourraient alors subir l'assaut d'une forte vague. Une vague qui pourrait même, dans le delta du Rhône, pénétrer en profondeur. La Camargue et la Crau, à côté, ce sont des zones extrêmement plates. Et effectivement, à ce moment-là, la vague peut aller très loin. Pour France Gamer, adjointe au maire de Marseille, le temps n'est plus à la réflexion sur le niveau du risque. Il est à la prévention.
Nous n'avons aucun signal, pas de sismographe immergé au large de Marseille, de capteurs de pression d'eau. Et puis surtout, il y a la mise en place de réseaux régionaux d'alerte qui permettraient de demander à la population de quitter les rivages. Ça n'existe pas comme ça existe dans le Pacifique, au Japon, aux États-Unis par exemple. Mais recevoir une alerte n'est pas suffisant pour éviter une catastrophe. Il faut ensuite pouvoir évacuer les populations, et cela en moins d'1 heure. Marseille, c'est plus d'1 million d'habitants à évacuer. Un défi presque impossible, à moins d'y être parfaitement préparé. À Marseille, comme dans d'autres villes françaises, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas, pour être très direct, à proprement parler, de plan pour lutter contre les tsunamis. Aujourd'hui, ce que le représentant de l'État et l'ensemble des services publics, des pouvoirs publics feraient, c'est qu'ils déclencheraient le plan Orsec, qui permet de mobiliser tous les services. Le plan Orsec, efficace pour des catastrophes localisées à l'échelle d'un quartier ou d'une plage, serait inefficace dans le cas d'un tsunami majeur, car rien n'est prévu pour prévenir d'un coup des centaines de milliers de personnes. Seule une meilleure information des populations et des plans d'évacuation à grande échelle permettrait d'éviter une catastrophe. Mais en France, il n'existe pas encore. Nous ne sommes finalement pas beaucoup mieux armés que les populations d'Asie du Sud. Alors, là encore, la meilleure protection contre les tsunamis, c'est l'information. Si la mer se retire d'un coup, où que vous soyez, n'attendez pas qu'on vous dise de partir, courez le plus vite possible. Et puis, il faut relativiser. Les grands tsunamis sont des événements rarissimes. Après celui du 26 décembre, nous avons objectivement très peu de risques d'en connaître un autre avant plusieurs dizaines d'années, voire même plusieurs siècles. Passez une très bonne soirée sur M6. À dimanche prochain. Au revoir. E = M6 continue sur em6.fr.